Nous, on va enchaîner tout de suite. Et l'enchaînement est important parce qu'on a vu dans cette première table ronde comment ces tiers-lieux peuvent devenir demain des acteurs clés de la redynamisation des territoires, comment ils peuvent s'inscrire dans une approche globale de politique publique. Mais cela n'est possible que par les dynamiques de travail en commun, que par les projets partagés qui fleurissent encore et toujours dans la diversité de ces structures, une dynamique qui prend des formes diverses, que vous vivez au quotidien. Ce sont les Fab Labs, ce sont les espaces de coworking, ce sont les médiations culturelles, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Ah, on fait des photos sur scène. Bon, allez, c'est tiers-lieu. Hein. Voilà. Donc il y a beaucoup finalement d'actions qui se mènent dans l'ensemble de ces tiers-lieux. Ces actions, elles sont très diverses, je le dis, le coworking, les Fab Labs, les espaces partagés, la médiation, mais elles ont une vision, ces actions que vous menez, elles ont une pensée commune, c'est celle de porter, de mettre en œuvre une société apprenante qui révèle les talents et qui porte les engagements de chacun à faire apprendre. Et je voudrais juste citer une phrase du rapport de Patrick Lévy-Valls. Il dit « Le faire devient essentiel comme source de savoir, comme mode d'apprentissage. La société apprenante entraîne un véritable mouvement de déconcertation, de déconcentration des lieux de savoir et d'apprentissage sur le territoire. » Alors cette dynamique participative, cette dynamique apprenante que vous développez, l'enjeu des politiques publiques, c'est aussi de la transformer en nouvelles compétences, en nouveaux métiers, en dynamique économique à développer sur les territoires. C'est aussi de faire en sorte de transformer toutes ces initiatives que vous portez en logique d'émancipation, avec des politiques culturelles, avec des politiques d'éducation adaptées. On va voir ça dans les 2 tables rondes qui vont suivre. Et on va tout de suite commencer en essayant de voir, comme dans un premier débat, comment cette dynamique participative apprenante que vous menez sur le terrain et qui se révèle dans les tiers-lieux, elle peut porter de nouveaux champs de compétences, de nouvelles dynamiques économiques à l'échelle des territoires. Et pour cela, je vous demande d'accueillir très fort, avec beaucoup d'applaudissements pour ceux qui sont avec nous, François Tadei, David Lacombelle, Annick Jeanne et j'ai oublié personne. Merci à vous. Je le dis, c'est important parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comment finalement ces tiers-lieux, ils construisent le territoire. Mais pour construire le territoire, ce n'est pas les tiers-lieux qui construisent le territoire. C'est ce qui se fait à l'intérieur des tiers-lieux. C'est la diversité de toutes ces actions que vous conduisez qui est le pétrole de ces tiers-lieux. Et qu'est-ce que sont toutes ces actions? Eh bien, ce sont des nouvelles manières d'apprendre, des nouvelles manières de partager des savoirs, des nouvelles manières de faire de la connaissance ensemble. Ça existe et la politique publique, c'est aussi de faire en sorte que toutes ces nouvelles manières d'apprendre, toutes ces nouvelles manières de faire savoir, des savoirs, d'en faire justement derrière des champs de compétences pour les métiers de demain, des dynamiques économiques, des logiques d'émancipation. On va vraiment en parler. Et je voudrais commencer avec vous. Je vais vous présenter les uns les autres rapidement, bien évidemment, en commençant par vous, François Tadei, chercheur en génétique moléculaire. Vous vous passionnez pour ces nouvelles formes de recherche interdisciplinaire pour lesquelles vous avez fondé ce qui peut aujourd'hui être un tiers-lieu, hein, le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Et puis vous êtes allé au-delà du domaine de la science pour voir comment derrière ça, c'était de nouveaux modes d'apprentissage, de nouveaux modes de partage des connaissances qui étaient en train de se révéler au-delà des domaines scientifiques. Et une société, justement, cette société de l'apprentissage, cette société du savoir partagé qui est en train de se mettre en place. Vous avez consacré 2 rapports à cela, un en 2017 au ministère de l'Éducation nationale, un en 2018 au ministère de l'Éducation nationale, du Travail et de l'Enseignement supérieur pour voir ce qu'une société apprenante était et puis comment elle pouvait se développer, se mettre en place. Elle est véritablement, cette société apprenante, le moteur, le pétrole de ces tiers-lieux. On va voir avec vous justement comment ils peuvent la faire évoluer et puis comment elle peut rencontrer et devenir aussi politique publique. David Lacombelle, bonjour. Vous êtes le président du tiers-lieu La Station à Saint-Omer. On va aller visiter maintenant un peu des tiers-lieux. On a parlé politique, hein. On va aller sur le terrain. Un des grands projets en cours dans le monde des tiers-lieux, ce tiers-lieu de La Station, puisqu'il ouvre le 15 novembre prochain, 3500 mètres carrés dans une gare cathédrale, rien que ça, qui s'ouvrira aux makers, aux coworkers, aux entrepreneurs, aux habitants. On les appelle un peu les stationneurs aujourd'hui, mais on trouvera peut-être d'autres noms. On verra comment cette station permet de penser justement de nouvelles formes de travail et puis de construire à partir de tous ces savoirs une logique économique au niveau du territoire qui fédère l'ensemble des acteurs. Et Annick Jeanne, bonjour, cofondatrice du tiers-lieu Le Plateau Ferré,
fertile, alors de la cité fertile au plateau fertile, de Pantin à Roubaix, tiers-lieu fondé par des entrepreneurs pour porter l'innovation sous toutes ses formes et dans le domaine de l'industrie textile. On verra justement comment là aussi ça régénère un territoire et ça permet de penser aussi de nouveaux champs de compétences dans ce secteur professionnel qui en a besoin. Je voudrais commencer avec vous, François Tadei. Je le dis, vous avez beaucoup porté, vous avez beaucoup pensé ce concept de société apprenante, notamment autour de ces deux rapports clés qui permettent véritablement je dirais, de conceptualiser cette notion-là pour en voir évidemment quelles orientations elles peuvent avoir, pour, je dirais, faire un peu le lien de toutes ces initiatives apprenantes qui se développent sur le territoire. En quoi ces tiers-lieux dont on parle aujourd'hui sont pour vous, je dirais, des modèles et des moteurs d'une société apprenante telle que vous la pensez et telle que vous la définissez? Déjà, il faudrait définir une société apprenante. C'est une société dans laquelle, dès que quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement, parce qu'aujourd'hui, on est invité à documenter et partager ce qu'on fait. Donc, assez clairement, dans un tiers-lieu, il y a plein de choses qu'on apprend, et on apprend les uns des autres, et on se transmet énormément de choses. Donc ça, c'est déjà vrai au niveau d'un tiers-lieu. Avec le mouvement qui s'initie aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la création d'un espèce de tiers-lieu des tiers-lieux, où les différents responsables de tiers-lieux vont pouvoir apprendre les uns des autres et vont pouvoir, à leur tour, créer des dynamiques qui vont aller encore plus loin. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais par rapport aux modalités traditionnelles d'apprentissage, il y a deux grandes dimensions. Est-ce que traditionnellement, les uns et les autres, on a tous appris, quand on était petit en tout cas, dans un cadre très hiérarchique et très individualiste. Et on voit bien que le mode hiérarchique et individualiste n'est pas exactement celui des tiers-lieux. Celui des tiers-lieux, c'est un mode collectif et auto-organisé. Donc on voit bien qu'on est à peu près diamétralement opposés par rapport à ça, mais que ça permet d'explorer de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières de co-construire, de vivre ensemble et de travailler ensemble. Et je pense qu'en particulier quand on veut, par exemple, inventer de nouveaux métiers, je pense qu'on va en parler, ou réinventer des métiers qui existent depuis longtemps, mais qui vis-à-vis de tout un tas de choses doivent se transformer. On a besoin, personne ne peut prétendre savoir ce que seront les métiers de demain, mais il peut y avoir des lieux dans lesquels tous ceux qui souhaitent contribuer à les réinventer vont pouvoir se retrouver et apprendre ensemble à faire société, à vivre ensemble et à travailler ensemble. L'enjeu, il est de faire le constat, de faire même le référencement de toutes ces nouvelles formes d'apprentissage, de toutes ces nouvelles formes de partage de savoir. Il est aussi de leur donner forme et de leur donner force, c'est-à-dire de leur faire rencontrer finalement le champ de la politique publique pour en faire des compétences, pour en faire des champs des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles formes de formation professionnelle d'une certaine manière. Et en quoi est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui à aller au-delà finalement de la multiplication de ces formes d'apprentissage, mais de leur donner vraiment une forme, une force qui permette, je dirais presque de les métaboliser dans des programmes d'action publique reproductibles, finançables à grande échelle? Disons que déjà un tiers-lieu, c'est des gens qui se regroupent ensemble pour faire des choses qu'ils ne sauraient pas facilement faire seuls. Et on voit bien que le tiers-lieu des tiers-lieux dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel non seulement tout un tas d'acteurs qui viennent du terrain, du bottom-up, vont pouvoir se retrouver et faire des choses ensemble, mais c'est aussi un lieu où les institutions, et on a vu beaucoup de ministres, et encore, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, qui vont pouvoir venir s'inspirer de ce qui se passe pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc, typiquement, un tiers-lieu ou un tiers-lieu des tiers-lieux, c'est un lieu dans lequel le bottom-up et le top-down vont pouvoir se retrouver pour repenser des manières d'avancer. Et donc, quand la partie éclairée des institutions rencontre les plus innovateurs du terrain, alors il peut se passer des choses qui ne seraient jamais passées si on avait laissé seulement les acteurs venus d'en haut ou seulement ceux venus d'en bas travailler seuls. Et c'est une société, vous le dites d'ailleurs dans le rapport, la société de la connaissance, elle a besoin aussi à un moment de devenir la société de la reconnaissance. Et cette société de la reconnaissance, de tous ces savoirs qui s'activent dans l'ensemble de ces tiers-lieux et de ces tiers-lieux et des tiers-lieux, il va falloir, vous ouvrez certaines pistes dans le rapport qui sont très intéressantes, les open badges, qui permettraient finalement de revitaliser la bonne vieille VAE, validation des acquis, qui a un peu de mal dans la tuyauterie, si on peut dire, et finalement de faire en sorte que de traduire un peu tous ces enseignements, tous ces savoirs qui se portent. Vous proposez aussi la création d'un guide de l'apprentissage tout au long de la vie, où finalement on pourrait capitaliser l'ensemble de ces enseignements que l'on aurait. Il y a aujourd'hui pour vous dans les politiques publiques existantes, on a vu le pass numérique, on voit le PIC, aussi le plan d'investissement dans les compétences, on voit le compte personnel de formation, finalement des modalités qui peuvent permettre de faire
que cette société de la connaissance devienne aussi société de la reconnaissance? Oui, tout à fait. Et je pense que ce qu'on apprend dans un tiers-lieu, ça devrait être reconnu. Alors, comment est-ce que ça peut l'être? Ça peut l'être éventuellement par des open badges donnés par la communauté. Ces open badges peuvent être éventuellement soutenus par tout un tas d'acteurs du monde professionnel, voire des acteurs plus formels. Et on peut aller jusqu'au RNCP et à la validation des acquis de l'expérience, dans lesquels les universités pourraient venir labelliser ce qui a été appris. Et je pense qu'on peut à la fois labelliser les apprentissages des individus, mais aussi les lieux. C'est-à-dire qu'on en parlait en aparté, les tiers-lieux pourraient devenir des lieux de formation, officiellement par défaut. Parce que c'est de facto des lieux où on apprend. Des lieux où, quand on a un compte personnel de formation, on pourrait dire moi j'apprends beaucoup mieux dans cet endroit et donc je souhaite investir l'argent de mon compte personnel de formation sur ce genre d'activité parce que c'est celles qui me permettent de me transformer le plus en profondeur. Et donc je pense qu'il faut réfléchir à comment articuler les politiques publiques qui existent déjà, celles qu'on a proposées dans le rapport, celles dont la communauté qui est ici présente appelle de ses voeux, pour essayer de faire ensemble des choses qui sont nécessaires pour se préparer à ce monde dans lequel on n'est plus les seuls à apprendre. Les machines apprennent, les robots apprennent. Il va falloir inventer des manières de vivre et de travailler qui seront très différentes de celles qui dominaient jusqu'à maintenant. Et ça suppose être capable d'accélérer nos propres transformations et donc d'utiliser la puissance publique pour sa capacité non pas à rigidifier, mais à appuyer et à accompagner les transformations. C'est très important parce que les tiers-lieux, c'est la fin... Alors, journaliste, on voit toujours des fins partout et des phénomènes de société partout aussi, mais c'est la fin aussi du monopole des lieux de savoir. C'est des lieux de savoir qui se démultiplient, des politiques publiques qui peuvent les accompagner de manière assez transversale, vous le dites. C'est aussi un enjeu de l'autre côté, pour les tiers-lieux eux-mêmes, parce que ce côté un peu échevelé on développe de nouvelles formes de partage, de nouvelles formes d'apprentissage, etc., c'est très bien, mais à un moment, si on veut en faire quelque chose, les traduire en compétences, les traduire en apprentissage tout au long de la vie, en formation, en nouveaux métiers, il faut les documenter, il faut les modéliser, il faut peut-être les référencer, il faut peut-être les normer et les qualifier. Et ce qui est très intéressant dans votre rapport, c'est que vous dites, pour ces tiers-lieux, oui, il faut qu'ils changent, il faut les normer, il faut les documenter, mais ce n'est pas forcément avec des grilles, des indicateurs qui vont descendre tels des couperets sur ces initiatives-là. C'est aussi beaucoup en valorisant le travail de la recherche. Et vous voulez notamment développer un institut des hautes études des sciences de la société apprenante. En quoi, finalement, la recherche peut aider à ces tiers-lieux à modéliser, à documenter ces nouveaux savoirs de manière à les rendre plus accessibles et reproductibles d'une certaine manière et en faire, eux, de leur côté aussi, politique publique? Je pense que je prendrais une analogie qui est celle de la recherche participative, les sciences participatives dans le domaine de la santé. Si vous êtes atteint d'une maladie chronique, eh bien vous savez plus de choses sur votre pathologie qu'énormément de gens, y compris votre propre médecin, voire les chercheurs spécialistes du domaine, mais en tout cas d'une seule dimension du domaine. Et vous devez vivre toutes les dimensions de votre vie avec cette pathologie. Et donc il y a des lieux de sciences participatives dans lesquels les patients, les chercheurs et les médecins peuvent travailler ensemble pour faire progresser la santé de tous. Et donc si je remplace santé et patient par personnes qui travaillent dans un tiers-lieu ou qui vivent dans des tiers-lieux, qui animent des tiers-lieux. Et à ce moment-là, on voit que ces personnes-là vont pouvoir contribuer à la recherche sur qu'est-ce qu'on apprend dans un tiers-lieu. Et ce qu'on apprend dans un tiers-lieu, les animateurs de tiers-lieux le savent, mais aussi ceux qui fréquentent les tiers-lieux le savent. Et on peut, si on crée les carnets de l'apprenant dont on parlait tout à l'heure, à ce moment-là, on peut savoir ce que l'on a appris à l'école, ce qu'on a appris à l'université, ce qu'on apprend dans son entreprise, ce qu'on apprend seul sur le web et ce qu'on apprend dans un tiers-lieu. Et on va pouvoir contraster ça et voir la complémentarité de ces différents types d'apprentissage. Je ne pense pas qu'il faille essayer de dire que l'un va complètement remplacer l'autre, mais il y a des complémentarités qu'il va falloir travailler. Et ces complémentarités, elles peuvent dépendre de chacun, elles peuvent dépendre de chaque territoire, de chaque tiers-lieu. Donc si on est capable de cartographier l'ensemble de ces dynamiques, à ce moment-là, si quelqu'un veut apprendre quelque chose qu'il ne peut pas apprendre dans les contextes habituels, s'il découvre qu'un tiers-lieu peut le lui permettre, à ce moment-là, il faut qu'il soit invité avec son compte personnel de formation, avec éventuellement d'autres formes d'accompagnement suivant son âge et son niveau, et il faut qu'il puisse aller sur ces territoires, aller dans ce type de lieu pour y contribuer et y apporter quelque chose tout en y gagnant quelque chose. Le Conseil national aura un rôle important à jouer, j'imagine, là-dedans. Dans la création d'une filière professionnelle telle que Patrick Lévivel se le disait, va y avoir aussi un effort en termes de recherche. Vous êtes dans ce Conseil, il va falloir qu'il y ait un travail de recherche qui soit aussi référencé, fédéré à l'intérieur de ce Conseil-là.
Oui, je pense, et en particulier, il y a un certain nombre de tiers-lieux qui sont déjà en lien avec le monde de la recherche et de l'université. Certains sont même dans des universités. Nous, on est un tiers-lieu universitaire, et c'est vrai qu'on est naturellement, dans ces cas-là, en contact avec le monde de la recherche, avec les étudiants, avec des doctorants, etc. Mais il ne faut certainement pas que cette recherche soit limitée à ces tiers-lieux universitaires. Il faut au contraire que l'ensemble des acteurs, moi je suis persuadé qu'on est tous nés chercheurs, d'ailleurs les sciences cognitives l'ont démontré, on est capable dès la naissance d'explorer, de faire des hypothèses et de changer sa perspective du monde en fonction des retours qu'on en a. Et donc on est tous nés chercheurs et donc on peut tous contribuer à cette recherche, mais ça suppose qu'on se structure parce qu'un chercheur ne fonctionne bien que quand il est dans une communauté de recherche. Donc la communauté des tiers-lieux se doit de devenir une communauté de recherche pour démontrer ses capacités à faire des choses qu'aucun autre lieu ne sait faire aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on aille dans des tiers-lieux, de manière un peu virtuelle, un peu à distance, pour voir justement comment s'y fédèrent les savoirs, les apprentissages, et comment ça peut se traduire dans des dynamiques économiques, dans des nouvelles logiques de compétences. On va commencer en allant du côté de Saint-Omer avec vous pour aller découvrir la station. Alors j'ai demandé à chacun des représentants de tiers-lieux de venir avec quatre images, 4 photos qui racontent un peu leur lieu, et en 2-3 minutes qu'on s'y balade un petit peu. Alors Saint-Omer, je le dis, c'est un grand projet, c'est 3500 mètres carrés d'une ancienne gare qu'on voit là, qui a été fermée en 2011 parce qu'il y avait des travaux importants à faire et la SNCF a dit « Oula, non, plus assez de trafic », et qui va rouvrir donc le 15 novembre. Donc on sera en 2020 sur le parvis et on verra... Ah là, on peut revenir en arrière, s'il vous plaît. On verra ça. Donc on verra cette gare-là. Qu'est-ce qu'on y fera et à quoi ça ressemblera quand on rentrera dedans? Faites-nous la visite. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est David Lacomblède, David_Lacomblède sur Twitter, Facebook, Slack, Yammer et quelques autres. Je dirige un think tank, la Villa Numéris, et un tiers-lieu, la station de Saint-Omer, ouverture prévue le 15 novembre prochain. Notez-le, vous serez les bienvenus. Néanmoins, on a fait le pari que les habitants préféreraient monter dans un train en marche, et donc on a déjà ouvert un pavillon de préfiguration, que l'on verra sur ces images. Effectivement, la station de Saint-Omer est un espace de travail et d'innovation avec une gare dedans. Historiquement, c'était une gare dite cathédrale. Saint-Omer, c'est entre Lille et Calais, à peu près à mi-parcours. Cette gare est la seule à ne pas avoir été détruite pendant la guerre. Et effectivement, création du début du XXe siècle, classée au monument historique. Et quand les premières tuiles sont tombées, il y a une dizaine d'années, la SNCF l'a fermée pour mettre ses personnels et les voyageurs, 3000 par jour, dans des Algeco. Nous allons retrouver effectivement une vocation de gare à partir du 15 novembre prochain et de mobilité, puisque indifféremment, vous pourrez prendre des bus ou des trains qui continuent de s'arrêter dans cette gare. Et donc vous entrerez, comme dans toute gare classique et normale, avec une salle des pas perdus que l'on a voulu... Si on voit la salle blanche qu'on voit derrière, c'est le grand hall qu'on aura. C'est la salle des pas perdus. Ça sera l'entrée, donc vous rentrez dans la gare, voilà. Exactement. Avec cette entrée magistrale, vous parliez de gare cathédrale, c'est le nom qu'on leur donne à ce type de gare, avec un lieu qu'on voulait le plus accueillant, avec un lieu respectueux de l'environnement, d'où des matériaux assez nobles également, comme le bois ou la brique, et un lieu épuré où on se sent immédiatement chez soi, bien sûr, avec bien sûr un accès direct au train, mais aussi des espaces de travail, que vous veniez quelques minutes ou heures pour y travailler, ou que vous y installiez de manière un peu plus définitive dans des espaces de coworking. Alors, il y aura les espaces de coworking à droite, c'est ça? À gauche? Alors, effectivement, quand vous regardez la gare, vous avez 2 gros pylônes de chaque côté. La gare en face avec des services classiques de librairie, de restauration. À droite, le coworking. Et à gauche, le Fab Lab. Donc on a les espaces de coworking qu'on voit. Il y aura des conférences ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut avancer, voilà. Donc là, on aura des espaces de coworking très fluides. Aussi dans les escaliers, ce ne sera pas que des salles. On a une autre image derrière qui nous montre, alors là... Alors, cette gare c'est un lieu de joie où on retrouve les siens, mais aussi parfois de tristesse. C'est un lieu qui parle au passé et au futur. C'est un lieu qui est à Saint-Omer est placé vraiment à la ligne entre
la nature et la campagne et la ville de l'autre côté, avec beaucoup de marais aux alentours, beaucoup d'industries également, et c'est d'ailleurs bien pour ça que l'on crée ce projet dans un territoire très habitué au salariat, avec une entreprise dominante historiquement où il faisait bon travailler, parce qu'on était un peu mieux payé d'ailleurs que dans les autres entreprises. Elle s'appelle Arc International. Elle est passée de 12 000 salariés à 5 000 en 10 ans. Et effectivement, il s'agissait d'éduquer aussi au fait qu'il y avait d'autres possibilités de travail, dont l'entrepreneuriat, et c'est notre première vocation. Et donc effectivement, une ouverture sur la ville, sur son patrimoine, parce que ça s'inscrit dans une dynamique globale de valorisation du patrimoine, d'où la réouverture, je sais que Franck Riester sera là tout à l'heure, d'un théâtre à l'italienne en centre-ville, d'où la volonté de faire renaître cette gare sous une meilleure... Ce qui est très intéressant et très original dans ce projet, c'est qu'en effet, sur un territoire où on a de l'industrie traditionnelle, on a des makers nouveaux qui arrivent, des travailleurs indépendants, on a des travailleurs pendulaires, on a des écoles de design aux côtés aussi qui se développent. Donc on a plein d'acteurs très différents qui ont du mal à se rencontrer. À travers ce lieu, vous essayez de les fédérer dans une dynamique commune pour avoir finalement une revitalisation économique qui associe l'ensemble des acteurs, des schémas d'activité présents là, avec le Fab Lab notamment, jusqu'à une gouvernance très partagée entre l'ensemble de ces acteurs-là. Comment est-ce que ça se met en place? On a voulu tout le monde à bord. Les usagers, il y a un collège d'usagers, et il y a d'ores et déjà des usagers, puisque je vous le disais, on a construit un pavillon de préfiguration qui était un moyen pour nous d'avoir un sondage grandeur réelle et quotidien sur les attentes, les besoins et la manière dont la population pouvait réagir, mais aussi les entreprises notamment, mais aussi le corps académique. On a d'ores et déjà des lycées et des universités qui viennent apprendre et avoir ce complément d'apprentissage qu'ils ne retrouveraient pas nécessairement dans leur lieu quotidien. Et donc, toutes ces personnes sont à bord, les industriels également, et les pouvoirs publics, et tout le monde est aligné effectivement, et c'est bien pour ça qu'on a réussi à sortir de terre cet espace en moins de 3 ans, c'est que personne n'a envie de mourir la bouche ouverte dans la marche du monde et sa numérisation. Et donc effectivement, on a déjà construit une école de la deuxième chance avec Pop School, dont la première session va s'achever là dans les semaines qui viennent, avec d'ailleurs une moyenne d'âge de personnes qui ont entre 28 et 30 ans, ce qui est plutôt âgé pour ce genre d'école, mais avec une chance qu'ils n'ont peut-être pas eue. Et il était normal de la partager, parce que à quoi bon construire tout cela si c'est pour profiter à quelques-uns. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie logique d'inclusion de l'ensemble des acteurs qui se fait autour de cette gouvernance très partagée. Un des beaux vice-présidents, c'est le patron de Cristal Dark qui est très présent. Donc l'entrepreneuriat est très présent au cœur même. Il y a des brodeuses numériques pour que les vieilles dames viennent faire de la broderie. Et peut-être que vous en avez aussi des brodeuses numériques d'ailleurs à Roubaix. Il y a aussi un autre enjeu, c'est-à-dire que cette volonté d'inclusion, elle va au-delà du lieu même et de la gouvernance. Elle va... Quand on regarde la campagne, ces campagnes alentours, ces petits villages, vous êtes dit, ils ne vont pas venir à la station, c'est la station qui va aller à eux à travers ce que vous appelez des stations étoiles. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est là où, effectivement, ça devient intéressant, c'est qu'on va transformer une gare en locomotive, hein, si je puis me permettre. Et donc l'objectif est d'embarquer effectivement tout le territoire qui par nature a son histoire, qui par nature a ses chances, qui par nature a ses spécificités. On est dans un lieu très industriel, lié au métier de l'eau, le textile, la verrerie, le papier, la bière, tout n'est pas en décroissance. Et au-delà, effectivement, il y a cette volonté d'exporter les savoir-faire que l'on va avoir partagés dans des chefs-lieux de canton, et donc là aussi de mettre en œuvre ce que l'on prône en matière de travail à distance, en matière de partage, en matière de visioconférence. Ça ne sera pas des cybercafés de la campagne, hein, ça sera des vrais tiers-lieux. Des lieux conformes à notre cahier des charges, et dans lequel nous enverrons également les collaborateurs de la station pour permettre à toute la population d'y embarquer, avec peut-être des actions plus sociales dans un endroit, des actions plus techniques dans un autre, avec le souci de respecter à chaque fois ce qui préexiste, et donc en aucun cas d'aller remplir des missions commerciales qui seraient déjà remplies sur place, par exemple. C'est vraiment ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est comment
ces savoirs, on fait vraiment dynamique économique, on construit vraiment des dynamiques économiques nouvelles. C'est le cas à Saint-Omer, c'est le cas aussi à Roubaix. On va aller du côté de Roubaix, dans votre beau plateau fertile, aussi beau que, plus grand même, je crois, que celui de cette cité fertile ici. Annick, c'est un lieu qui a été créé par un groupement d'entrepreneurs du secteur textile qui vous êtes regroupés pour développer des projets innovants, essayer de faire venir les nouveaux acteurs dans ce secteur où il y a une vingtaine de fédérations professionnelles, un peu... 27, ouais. Donc c'est un secteur qui a ses habitudes et ses usages. Et vous avez, vous, entrepreneurs réunis, des plus petits aux plus grands, réfléchi à des projets, des idées. Vous avez dit, il nous faut un lieu pour expérimenter tout ça, pour mettre tout ça en œuvre, pour y aller, pour mettre les mains dans le moteur. Et vous avez trouvé à Roubaix un lieu, justement, que vous avez créé, le plateau fertile, où aujourd'hui, il y a du prototypage en atelier, il y a du Fab Lab, il y a de l'inclusion sociale. Là encore, 4 photos, 4 visuels en tous les cas, pour nous raconter un petit peu ce lieu. On commence là aussi par l'extérieur. Je vous laisse nous faire la visite. Bonjour, je m'appelle Annick Géane et je représente aujourd'hui les 120 entreprises, peut-être 130 aujourd'hui, on ne sait pas, il y en a qui arrivent tous les jours, qui se sont regroupées avec une très forte ambition, celle de changer totalement la mode pour la rendre plus durable, plus innovante, plus humaine. Donc vous voyez, il y a tout à faire. Voilà. Donc on travaille ensemble depuis 3 ans et on a ouvert ce lieu depuis 1 an. C'est une ancienne usine textile parce que le passé importe. Roubaix était la capitale mondiale du textile déjà depuis le Moyen-Âge, depuis 1489 où Roubaix a été autorisé à fabriquer draps de toute laine à l'époque. Maintenant, c'est aussi l'endroit où se trouve la moitié de la distribution textile française, avec des gros acteurs comme La Redoute ou Decathlon ou Camaïeu que nous connaissons tous et qui sont un petit peu chamboulés en ce moment. Donc c'était important pour nous d'être dans un lieu textile, l'usine Roussel, qui a été très très longtemps une usine de fabrication de tissus à Roubaix. Donc, on rentre à l'intérieur de ce plateau fertile. Deuxième image, et là, on est au cœur du métier, on est au cœur du travail, on est au cœur du Fab Lab. Alors, dans Plateau Fertile, il y a pas mal d'outils mutualisés qui servent à tout le monde, aux plus gros comme aux tout petits. Nous, on a décidé de ne absolument pas siloter, de sortir de la logique des 27 fédérations professionnelles. Tout le monde peut y venir s'il est ou porteur de projet, ou salarié, ou indépendant, dans ce métier de la mode et du textile. Donc on peut y travailler, on peut y fabriquer, on peut y faire fabriquer et on se prépare à y installer. On travaille dessus depuis quelques mois et on va y travailler encore 1 an. Un prototype d'atelier agile du futur, complètement innovant, où on pourra rapatrier de la production localement. Toutes les enseignes sont d'accord, elles veulent toutes rapatrier 5% de leur production dans les Hauts-de-France. Ça veut dire qu'on va devoir refaire des dizaines d'ateliers localement. Troisième image, alors elle montre bien finalement ce que vous êtes en train de dire. Hein, c'est l'idée finalement de redynamiser un territoire et de redynamiser sur ce territoire l'ensemble de ces populations. Alors il y a des cafés récup pour apprendre à faire la récupération, mais il y a aussi de l'inclusion sociale des populations que vous faites sur un certain nombre de ces activités-là. Alors on ne dit jamais qu'on fait ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens se passionnent. Ils arrivent parce qu'ils sont intéressés par quelque chose. Ils veulent fabriquer quelque chose. Il y a un jeune qui arrive et qui veut faire des casquettes de rap. Il y a une élève de l'école ESMOD qui veut fabriquer sa collection de fin d'année. Voilà, on passe par la passion du métier. Après, bien sûr, Roubaix est une ville où la moitié de la population vit avec le RSA ou moins. Donc, bien sûr qu'on a une obligation morale à tenter de solutionner autant que faire se peut, avec tous nos métiers, les problématiques de la ville. Le textile a cet avantage, il peut intéresser beaucoup de gens peuvent y trouver un métier avec un background 0. On dit toujours, nous on travaille avec les bac -12 et on est très content comme ça.
Alors, une petite question, j'irais presque en aparté, mais importante. Un des enjeux pour l'avenir des tiers-lieux, ça va être la professionnalisation de la filière et donc la professionnalisation aussi des métiers. Animer un tiers-lieu, être animateur de tiers-lieu, avoir la machine à 360 sur plein de gens différents, plein d'activités en même temps, c'est des compétences, c'est un métier, c'est une formation. Vous êtes des entrepreneurs 120. Vous gérez des entreprises. Est-ce que c'est différent de gérer un tiers-lieu? Et finalement, est-ce qu'il y a besoin pour vous de cette logique de professionnalisation de l'animation de tiers-lieu? Alors, nous, on est parti en étant entrepreneurs. Donc, on est parti avec notre métier d'entrepreneur. Différents entrepreneurs, des énormes, des start-up, des entrepreneurs sociaux, des indépendants, vraiment des entrepreneurs très, très, très divers. Gérer un tiers-lieu, oui, c'est un peu comme une entreprise, parce qu'il faut définir des buts, il faut gérer des ressources, il faut animer des personnes. Nous, on travaille avec une très, très grande majorité de bénévoles au sein de cette association, qui sont tous aussi entrepreneurs. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir du cran, il faut avoir du courage, il faut aller s'accrocher au basque des collectivités publiques, et ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on souhaite tous ensemble, et ce qu'au final eux souhaitent aussi quand on a travaillé avec eux. Donc oui, il y a des caractéristiques communes, il y a quelque chose de très différent. Un tiers-lieu, son but, c'est un bien commun. On ne fait pas un tiers-lieu pour s'enrichir, enfin, pas selon moi. On le fait pour résoudre des problèmes, on le fait pour amener à une communauté. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc ce souci du bien commun, ce cap du bien commun, il doit vraiment être managé, assuré et garanti. L'autre enjeu, et ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est transformer, passer de la société de la connaissance à la reconnaissance dans des logiques de dynamique économique, mais aussi dans des logiques de compétences métiers. Penser les métiers de demain et puis créer une nouvelle filière de formation pour ces Bac-12 aussi. Dans quelle mesure vous essayez de modéliser finalement des chemins de formation à partir de ce que vous faites? Et puis est-ce que vous êtes en lien avec ces 27 branches professionnelles pour essayer de réfléchir avec eux justement comment faire formation, comment faire compétences et chemins de métier? Alors, les branches professionnelles, maintenant, sont avec nous, on va dire. Maintenant, ça veut dire que pas toujours. Pas toujours, mais c'est pas grave. Chacun fait son chemin à son rythme, parce qu'elles sentent bien les problématiques du secteur et la nécessité absolue d'opérer ensemble un changement énorme et ultra rapide. On a 1 an ou 2 pour bouger. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, toutes les entreprises ont bien conscience qu'il faut déjà se mettre ensemble, ce qui est nouveau, et effectivement travailler sur des nouvelles façons de produire à la demande localement, des façons de recycler les invendus. Et ça crée tout un tas de métiers. Recycler les invendus, c'est une formation qui peut être faite en 2 mois. Pourquoi on nous obligerait à mettre les gens dans une salle pendant 3 ans? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je demande très officiellement que l'on aide les tiers-lieux à court-circuiter le système de la formation où on met 1 an pour avoir un numéro d'agrément d'organisme professionnel. On n'a pas le temps. Alors nous, on est un peu des sauvages, on crée nos formations, on les fait, les gens arrivent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un job à la sortie pour les Bac-12, mais on va aussi installer une station de conception 3D où on crée des vêtements en virtuel, où on va pouvoir immédiatement les prototyper en quelques heures au lieu de jours et de mois. Là, on va plutôt former des bacs un peu plus que -12, mais pourquoi pas, finalement. Voilà. Donc on se prépare à tester des formations dans plein de directions différentes. Pour le moment, on le fait un peu tout seul, avec les entreprises qui nous soutiennent, avec les fédérations qui nous soutiennent, puisque le défi vient de nous accorder un financement très important pour prototyper des formations, puisqu'on ne rentre pas aujourd'hui dans le circuit normal. Et toutes les entreprises conjointement pensent que c'est absolument vital et que ça va créer beaucoup d'emplois localement. François Taddy, ça doit vous parler parce que dans le rapport, le dernier sur la société apprenante, il y a une proposition, c'est de créer les laboratoires, les labos des métiers de demain. Des lieux où justement on pense les compétences des métiers de demain. Ça peut en être un exemple, ça peut en être une illustration. Ah bah, c'est un labo des métiers du textile que vous avez créé pour moi, il n'y a pas de doute. Et je pense qu'on a effectivement besoin de le faire dans chaque filière professionnelle, dans chaque secteur d'activité, y compris dans ceux qui doivent émerger, mais aussi dans ceux qui doivent se réinventer. Avec du coup un modèle qui court-circuite les schémas de formation traditionnels et d'enregistrement, etc. du coup?
Un labo des métiers de demain, ça ne peut pas être dans une tour d'ivoire avec des processus qui prennent 10 ans, parce que les métiers sont en train de se réinventer à une vitesse qui est juste hallucinante. Et donc si on n'est pas très très agile, et pour être agile, il faut savoir mobiliser l'intelligence collective, il faut savoir s'auto-organiser. Si vous devez attendre des autorisations administratives qui prennent des mois, voire des années, c'est juste pas possible. Donc on a absolument besoin de dynamiser ça. Et je pense que c'est toute la force du mouvement des tiers-lieux en général, mais peut-être de l'institutionnalisation qu'on est en train d'accompagner ici. Moi, je voudrais surtout pas que ça soit des normes, et d'ailleurs Muriel Pénicaud le disait ce matin, en disant non, ne demandez pas des normes, mais nous pouvons essayer de voir comment est-ce qu'on crée ce qu'on appelait tout à l'heure des cadres de liberté évolutifs et féconds. Donc il faut un cadre, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a etc. Mais il faut maximiser le nombre de degrés de liberté à l'intérieur pour pouvoir évoluer très vite. C'est essentiel dans un monde hyper concurrentiel, et c'est comme ça qu'on verra émerger la fécondité. Et donc c'est le cas à Roubaix. Vous mais pouvez je pense nous le que ça peut être le cas redire, parce que c'est très important ça. C'est vraiment quelque chose qui est sorti du CRI, de ce que vous avez fait avec le Centre de recherche interdisciplinaire, où comment on évolue en gardant son autonomie tout en créant des vraies logiques de partenariat avec les autres. C'est la problématique de l'agrandissement pour beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui. Vous avez ce concept de clé. Vous l'avez dit très vite. Est-ce que vous pouvez le préciser un petit peu, et en quoi c'est une clé justement aussi pour ce que seront les tiers-lieux de demain? Donc, c'est un acronyme clé dans ce cas-là. C comme cadre, parce qu'encore une fois, il faut un cadre. L comme liberté, parce qu'on a besoin de maximiser les capacités d'explorer de chacun. Et E comme évolution, parce que moi je suis un biologiste de l'évolution, mais fondamentalement le monde dans lequel on est évolue toujours plus vite. Et F comme fécondité. Et la fécondité, vous ne pouvez pas la garantir, vous ne pouvez pas définir a priori et imposer la fécondité, vous ne pouvez que l'observer. Mais l'ensemble de ces lettres, elles doivent coévoluer les unes avec les autres, et c'est comme ça que peuvent se faire les choses. Nous, c'est vrai que le CRI, c'est à la fois un centre de recherche interdisciplinaire, c'est aussi un carrefour de rencontres intéressantes. C'est un tiers-lieu universitaire. Tout à l'heure, on disait qu'on voulait un tiers-lieu par ville et par commune française. Je ne sais pas s'il y aura un carrefour de rencontres intéressantes par université, mais je pense qu'on a besoin, en tout cas, on voit toujours plus d'universités créer des tiers-lieux et essayer de s'ouvrir aux dynamiques du territoire. Et on a besoin de créer un maximum de degrés de liberté et d'innovation et de pouvoir travailler avec des acteurs très différents. Et avoir une gouvernance qui le permet, je pense que c'est essentiel. Ça sera essentiel pour ce Conseil national, ce sera essentiel pour chacun des tiers-lieux, ça sera essentiel pour tout ce qui se passera à tous les niveaux. Et si on veut des labos des métiers de demain, si quelqu'un cherche à les contrôler, ça ne passera pas. On a besoin de créer des lieux dans lesquels les acteurs ont plaisir à se retrouver pour faire ensemble des choses qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Oui, dites. Non, je voudrais juste ajouter qu'on n'est pas contre documenter ce qu'on fait pour le partager. On a d'ailleurs demandé à l'Université catholique de Lille de nous envoyer un chercheur, ce qu'elle a accepté, ce qui est absolument formidable pour nous, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui travaille avec nous et qui écrit et documente tout ce qui se passe depuis 1 an au sein de Plateau Fertile dans un but de duplication ailleurs dans la région ou ailleurs sur le territoire. Donc avoir la liberté, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut dans son coin sans rien dire à personne. Ça veut dire laissez-nous tester, laissez-nous faire des pilotes, et après, quand on les aura testés, on les partagera bien volontiers avec tous ceux qui veulent continuer ou améliorer ce qu'on a déjà fait. J'en profite pour saluer Frédéric Vidal qui nous a rejoint, mais il y a actuellement dans les tuyaux une loi de programmation de la recherche qui, à mon avis, peut avoir des impacts extrêmement intéressants par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Si on veut faire science en société, pour reprendre un mot de la ministre, je pense qu'on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut structurer la démarche scientifique qui, dans sa tour d'ivoire, sait fonctionner, la démarche de la société qui sait fonctionner en partie par elle-même, mais comment est-ce qu'on hybride les deux? Comment est-ce qu'on crée des lieux dans lesquels, comme à Roubaix, des acteurs de la recherche et des acteurs qui sont en recherche vont pouvoir travailler ensemble pour faire évoluer leurs pratiques, les documenter, et ce que vous aurez inventé dans le domaine du textile, si ça se trouve, ça intéressera des gens dans l'industrie du bois à l'autre bout de la France. Et donc, on a absolument besoin de mutualiser et de documenter ce genre de choses.
chose. Et je pense qu'on a à la fois besoin d'un tiers-lieu des tiers-lieux institutionnels comme on est en train de le créer, mais on a besoin de l'équivalent numérique dans lequel l'ensemble de ce qui se passe doit être documenté. Et s'il doit y avoir des aides de l'État, c'est à la fois pour accompagner les territoires qui n'ont pas su se structurer encore aujourd'hui, et ça je pense que c'est très important et je vous félicite de le faire, mais c'est aussi de créer l'ensemble du réseau et de sa dynamique, avec des financements de recherche, avec le financement de biens publics. Parce que si on veut créer des biens publics, il faut bien que quelqu'un les finance. Et je pense que c'est en grande partie là que la puissance publique peut faire la différence, et c'est là où on sera très original au niveau international, et où on peut ensemble aller faire des propositions à Bruxelles. Bruxelles est en train, suite à la demande de notre président, de réfléchir sur le concept d'université européenne. C'est quoi une université européenne? Est-ce que c'est la somme d'universités qui sont en Europe, ou est-ce que c'est des universités qui se réinventent pour répondre aux défis de la société européenne, de l'ensemble des territoires qui ne sont pas tous des lieux universitaires? Et donc comment est-ce qu'on crée des dispositifs qui vont bénéficier à l'intégralité de nos concitoyens français et européens et même globaux? Oui, c'est assumer l'ambition assumer une vraie ambition systémique. Et dans le rapport, vous dites aussi, il faut que la formation des enseignants, elle puisse aussi s'ouvrir à ce qu'est l'apprentissage dans ces lieux, dans ces nouveaux lieux de société apprenante aussi. On a quelques tout petits instants pour quelques petites questions de la salle. Les micros sont là. Annick, David, François Tadei sont avec nous. N'hésitez pas à poser des questions. Monsieur. Bonjour, Raphaël Boutin, je suis co-gérant de Village Vivant, qui est une foncière solidaire destinée à la revitalisation des territoires ruraux, qui installe des initiatives d'innovation sociale, dont des tiers-lieux. Alors, toutes les initiatives sont intéressantes. Je voulais juste, non pas pour contredire ce qui a été présenté, mais pour mettre aussi un focus sur des initiatives plus rurales et qui reposent sur une ressource dont on a peu parlé, c'est celle de l'énergie bénévole. On a beaucoup de tiers-lieux de ce modèle-là, il y en a d'autres qui sont en capacité d'aller chercher des investissements, qui arrivent à dialoguer avec les territoires, qui sont dans des logiques entrepreneuriales sur les territoires, notamment ruraux. On a des centaines, alors je ne connais pas le pourcentage, mais en tout cas sur les 1800 tiers-lieux, je pense que la grande majorité sont des tiers-lieux qui reposent sur des dynamiques horizontales, sur des dynamiques d'autogestion, de cogestion, et dont la ressource principale est le bénévolat. Ça a été peu dit aujourd'hui, il semblait important de le dire. Je viens de la Drôme et j'ai mes collègues de l'Ardèche qui sont là aussi. Voilà, ça me semblait important d'être aussi dans une vision inclusive des tiers-lieux, avec des espaces de création qui peuvent être des locomotives, comme vous l'êtes, vous l'avez dit, justement dit, qui sont inspirants sur les modèles. Mais il y a aussi des petits tiers-lieux qui ne sont pas péjoratifs et qu'il ne faut pas oublier. Deuxième point, j'ai entendu à plusieurs reprises le fait de vouloir mettre 36 000 tiers-lieux dans les communes. C'est un vœu intéressant, on a tous envie de ça. Il ne faut pas oublier que les tiers-lieux, en tout cas ma conception, puis les retours d'expérience qu'on a du terrain, sont des tiers-lieux qui émergent du territoire. J'ai été directeur de collectivité avant de faire ce que je fais. On avait essayé de monter un tiers-lieu il y a 6 ans parce qu'il y avait des financements. Le projet n'a jamais abouti. La collectivité a changé. Les associations sont mises en place, on fait émerger un tiers-lieu qui fonctionne complètement aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cette approche qui vient du territoire, qui vient des acteurs, et on ne pourra pas imposer, coller un modèle d'émergence des tiers-lieux. Il faut être dans le soutien des initiatives locales et des richesses humaines. Il y en a de partout, et c'est là la principale ressource des tiers-lieux. Merci beaucoup pour ce témoignage de la Drôme et des villages vivants. Madame, on peut l'applaudir. Bonjour, donc moi j'ai créé la Fabrique, donc Fabrique d'innovation culinaire. C'est un tiers-lieu dédié au métier du culinaire et notamment aux créateurs d'activités dans l'alimentaire. Je découvre votre initiative à Roubaix et je trouve ça génial. Voilà, c'est très inspirant. On aime bien faire la cuisine aussi, on peut trouver des synergies. Et du coup, une question très concrète, quel est votre modèle économique aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous, on est une association d'entrepreneurs. Donc, on aime bien être indépendant à tout niveau, y compris financièrement. Donc, on a décidé d'être un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers la collectivité publique parce qu'on a des gros investissements qui arrivent. Une station 3D, c'est 150 000 €. Il y a des investissements de départ qu'on ne peut pas faire tout seul. Un tiers des financements privés. On fait Robin des Bois. On va voir les riches, on leur dit « donnez de l'argent, sinon vous êtes morts dans 2 ans ». Ils disent « oui, on sait, tenez ».
Voilà. Et un tiers par notre propre activité, c'est-à-dire on crée des services, par exemple on fait de la fabrication dans cet atelier pour les enseignes, pour les créateurs, pour les marques. Donc on vend notre propre activité et on espère que cette vente d'activité va croître dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres... Oui, monsieur. Bonjour, Amaury Buchet, je suis un gérant de coworking et coprésident du collectif des tiers-lieux. J'ai une question pour François Tadei, s'il pouvait expliciter un peu, parce que malheureusement je n'ai pas lu son livre, ce qu'il entend par un open badge. Donc les open badges, ça a été créé au départ, inspiré par les scouts. Vous savez, les scouts, ils vous offrent des badges si vous savez faire un feu de camp ou si vous avez monté une tente. Et Mozilla, la fondation dans le domaine de l'open source, s'est dit qu'il fallait inciter les gens qui codent et qui contribuent à développer en open source des choses en leur offrant des badges. Et progressivement, il y a tout un mouvement global de badges ouverts où chacun peut décider de créer un badge et vous pouvez dans votre tiers-lieu offrir des badges à ceux qui, par exemple, savent accompagner les autres dans l'exploration d'une machine ou à ceux qui ont monté un projet. Et donc vous pouvez créer comme ça une reconnaissance par les pairs dans lesquels vous pouvez vous jouer un rôle en tant qu'individu. Je pense avoir appris ça. Est-ce que quelqu'un est prêt à le soutenir ? LinkedIn fait ce genre de choses, mais de manière très fermée et sur une plateforme propriétaire et assez particulière dont on n'a pas forcément envie de la généraliser. Mais les open badges, c'est la possibilité pour tout un chacun de faire ça. Il y a des universités qui l'utilisent aujourd'hui. Il y a des grandes entreprises comme IBM qui ont distribué des millions de badges en interne. Donc vous pouvez utiliser ça comme des compléments au diplôme si vous êtes dans un contexte universitaire ou comme autant de briques que vous pouvez mettre sur votre CV et que éventuellement un jour vous pourrez transformer en une validation des acquis de l'expérience en frappant à la porte de l'université en disant en fait l'ensemble des badges que j'ai obtenus correspondent et d'ailleurs il peut y avoir des systèmes automatiques, des intelligences artificielles qui peuvent comparer un diplôme et votre expérience telle qu'elle a été reconnue par une communauté et vous rapprocher de ça. Et donc à ce moment-là, on peut énormément moderniser cet outil qui est un bel outil, c'est une belle idée la validation des acquis de l'expérience, mais honnêtement c'est un processus qui est beaucoup trop bureaucratique et qui mériterait de rentrer dans le 21e siècle. Donc il y a la possibilité de créer même un GPS de la connaissance, où vous pouvez savoir où vous êtes dans l'espace des connaissances et où est-ce que vous pouvez aller pour trouver un métier, si vous voulez vous réinventer ou si en tant que citoyen vous voulez vous engager sur une cause et que vous voulez tout d'un coup apprendre plein de choses. Donc ça, on peut créer ce GPS de la connaissance et vous offrir des chemins possibles, vous offrir des lieux comme les tiers-lieux ou d'autres qui vont vous aider éventuellement à progresser et éventuellement vous indiquer des mentors qui, sur vos territoires, vont vous aider à avancer dans la dynamique que vous souhaitez avoir pour, encore une fois, vous engager ou vous développer personnellement ou professionnellement. Donc on peut, et je pense que c'est, si on avait un carnet de l'apprenant, vous avez bien un carnet de santé, si on avait un carnet de l'apprenant dans lequel il y a tous vos apprentissages, ceux qui ont été reconnus par les communautés, ceux qui ont été reconnus par les institutions, ceux que vous avez déclarés parce que vous pensez que ça vous a transformé, et l'ensemble de ces choses-là peut être très privé, comme le carnet de santé est très privé aujourd'hui, mais peut vous offrir tout un tas de services, y compris de pouvoir rencontrer des gens qui vous aideront à progresser et à vous transformer, voire qui vous aideront à réinventer des métiers. Et si vous saviez sur le territoire de Roubaix qu'il se passe ça, vous iriez là. Et même si vous êtes à l'autre bout de la France, si vous voulez penser le textile de demain, vous irez là. Et si vous voulez penser la cuisine d'après-demain, vous irez dans un autre endroit, et ainsi de suite. Et donc c'est ça, on a besoin de ça. On a un GPS pour le monde physique, on a tout un tas de services, Blablacar et Tinder, pour ne citer que ceux-là, mais on pourrait avoir l'équivalent dans le monde de la connaissance, et ça nous aiderait à évoluer beaucoup plus dynamiquement. Et d'ailleurs, ça fait sur les deux rapports de 2017 et 2018 où vous préconisez ce carnet de l'apprentissage tout au long de la vie, et vous aussi d'ailleurs des fêtes de l'apprenant qui pourraient générer et mettre en avant aussi toutes ces énergies et toutes ces énergies d'apprentissage. Ce qu'on évoque avec l'UNESCO, qui est la Journée internationale de l'éducation, qui vient d'être créée, donc personne ne l'a jamais célébrée, mais c'est le 24 janvier. Donc ce que j'espère, c'est que tous les 24 janvier, on pourra tous être invités à célébrer ce que l'on a appris qui nous a vraiment touchés.
ce que l'on a appris à titre individuel, éventuellement dans un collectif, ça peut être un collectif familial, associatif, entrepreneurial, ça peut être dans une école, dans une université, et on pourrait célébrer ce qu'on a appris qui nous a vraiment transformés, on pourrait réfléchir sur ce que l'on souhaite apprendre l'année prochaine, et peut-être que vous souhaitez apprendre l'année prochaine, un de vos voisins l'a appris l'année dernière. Et donc, si on géolocalise dans l'espace des connaissances et dans l'espace physique les apprentissages des uns et des autres, on peut se retrouver. Et cette fête de l'apprendre globale, on peut la faire évidemment dans les tiers-lieux. Et donc, on pourrait organiser simultanément la fête des tiers-lieux pour y célébrer ce que l'on apprend qui est vraiment transformant dans ce type de lieu qui, à mon avis, est assez exceptionnel. C'est-à-dire que si on avait une carte des apprentissages, je suis sûr que un des grands hotspots serait les tiers-lieux. Vous allez faire tous les deux, du coup, le 24 janvier, on va chez vous, à Roubaix, à Saint-Omer. Alors, juste pour avancer, moi, je propose que tous les OPCO soient enfermés pendant une journée avec le Conseil national des tiers-lieux pour qu'on puisse discuter ensemble du futur de la formation, parce que ce n'est pas du tout évident. Saint-Omer. Oui, bien sûr, pour toute initiative qui permettront de valoriser nos engagements. Il y a juste la date, si on pouvait voir quelque chose un peu plus au printemps, parce qu'il fait toujours beau dans le nord de la France. Néanmoins, il peut faire froid parfois. On demandera ça à l'UNESCO. En tous les cas, est-ce qu'il y a d'autres qu'une dernière question, remarque dans la salle à nos intervenants Eh bien, écoutez, je vous remercie très fort. Merci beaucoup à vous trois. Merci. On peut vous applaudir très fort.